da na carteira. I'm jet lagged with the world, missing to like a bird. If I leave my town, that will not live without the world. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre magazine Un motard, une histoire, une rencontre exceptionnelle du plus grand pilote français de tous les temps, Jean-Michel Bayle. Et si on a pu rencontrer chez lui, ici, en Provence, Jean-Michel, c'est grâce à Pascal Tomec. Salut Pascal, responsable Power Sport chez Motul et grand ami de Jean-Michel depuis des décennies. Oui, depuis plusieurs décennies. Oui. C'est un garçon qui ne donne pas forcément porte ouverte à tout. Il est d'une grande discrétion, d'une grande humilité et souvent il se garde son jardin secret. C'est un homme de défi, un homme d'engagement. On va aller tout de suite chez lui le retrouver. Bonjour Michel, merci de nous accueillir. Ouais, vous avez de la chance. Voilà. Alors, on est dans la région de Manosque. C'est normal puisqu'on a toujours surnommé le kit de Manosque. C'est ta région natale? Ouais. Parce que très attaché à la région, parce que déjà, c'est ma région. Donc déjà, je pense que l'endroit où on est né, où on a passé beaucoup de temps, on a envie un peu d'y rester après, quoi. Moi, c'est mon cas en tout cas. Ta carrière démarre comment? Minot, c'est quoi le point de départ de la moto? C'est quoi ton point d'accroche avec la moto? Le départ, c'est Alain Prieur. Ouais. C'est Alain Prieur parce que c'est la star de la région. Il commence à faire des sauts en moto. Et à cette époque-là, on n'a pas accès à vraiment beaucoup d'informations. Ouais. Donc, on voit dans le journal qu'il va tenter le record du monde dans la région. Donc, on y va, quoi. Et on va le voir. Et après, il fait son saut, il chute. Ma mère, elle me dit, mais c'est un fou ce type. On ne sait même pas s'il n'est pas mort, tout ça, parce qu'il était tombé. Mais en fait, ça me met un peu de virus, quoi. Ça me met de virus parce qu'après, on se rapproche de lui, on le connaît plus personnellement et du coup, je fais un peu plus de moto, je regarde un peu plus et finalement, il finit par m'offrir une moto de cross. Donc, il m'engage à ma première course, donc ça part de là, quoi. Donc du coup, je fais cette course, je fais 2 fois 14e. Et un mois plus tard, je fais une autre course et je fais 5e. Ah oui, donc, ça y est. Après, la progression, elle commence et 4 courses plus tard, je commence à gagner, quoi. Alain Prieur, c'est un homme de records. C'était des records tout le temps. Quand on le voyait passer à la télévision, c'est parce que tout le monde était concentré à regarder un homme qui allait franchir quelque chose qui n'existe pas. Un nombre d'autobus ou une distance. Donc, je vais prendre un exemple. Un jour, il va au circuit Paul Ricard et il voit la passerelle. Et il dit passer au-dessus avec la moto. Sauter la passerelle. Je veux dire, c'est le résultat de 2 ans de travail. Tu le vois arriver, 140 km/h. Tous les mecs de la F1 qui sont comme ça, décollent, passent 1 mètre au-dessus de la passerelle. Mais 1 mètre, c'est ça, en moto. Tu vois, sur un saut de 40 mètres, quoi. Ouais. Comme il disait, ça c'est fait, on ne l'enlèvera pas, quoi. Ouais. Tu peux parler tout ce que tu veux autour. Les gens ils vont pouvoir critiquer, ils vont pouvoir dire n'importe quoi. C'est fait, quoi. Ouais. C'est fait, c'est signé en bas de la page. C'est bon, c'est fait. Il n'y a pas à y revenir dessus. Bayle is the one that makes the pass. Bradshaw has to drop back to second. Jean-Michel Bayle takes over the lead in the closing stages. Ward still running in third. Now don't forget we're looking at action in moto number 2. Jean-Michel Bayle was the winner of the opening moto, followed by Jeff Ward. Ward finished second. Third place went to Stanton. Fourth place, Damon Bradshaw. Fifth place in the opening moto went to Gene Newmack from Brooksville, Florida. On a quelques pilotes comme ça chez nous, comme Kevin Schwantz, comme Jean-Michel, Christian Saron, des gens qui ont été titrés à l'époque avec les couleurs de la marque. Ce qui intéresse les gens, c'est les belles histoires. Et souvent, les marques, elles ont besoin. Ça fait partie du patrimoine d'une entreprise, de pouvoir raconter des belles histoires. Et chez Motul, on y tient beaucoup. Et on arrive à avoir des liens avec les gens et avec certains pilotes qui font qu'à un moment, il n'y a pas que la qualité des produits, mais c'est les hommes qui font les marques. Et pas le contraire, souvent. Alors moi, j'ai envie d'aller voir la taille d'autre chose, c'est la taille de
ta collection de trophées, un peu ton Hall of Fame de tous tes trophées. Tu dois en avoir des quantités incroyables. Vous allez être surpris. Vous allez avez être une surpris. surprise. Ah ouais, bah, Une surprise. on a hâte. Alors Jean-Michel, on a suivi le chemin de croix là, qui monte à cette citadelle qui domine toute cette région du Haut-Luberon là. Mais il y a une raison bien particulière pour que tu nous emmènes ici? Un petit cadeau à Alain Prieur. Donc il y a 2 ans, ils ont refait en fait le carillon. Ouais. Et donc du coup, j'ai participé en prenant une cloche en hommage à Alain Prieur. Donc la cloche d'Alain Prieur, là, tu disais, c'est laquelle? C'est celle d'en haut, la seule où il y a une gravure dessus, il y a une moto. Ah oui, on voit la moto là, sur celle en haut à gauche là. Ouais, c'est assez rare Super. d'avoir une moto sur une cloche, je pense, dans un environnement comme ça, quoi. C'est quand même un peu spécial. Et voilà, c'est une façon de penser à lui et de lui rendre hommage. Je ne serai plus là, la cloche elle sera encore là, quoi. Ouais, Donc ouais. ça reste, quoi. Et puis pour lui qui a toujours été très aérien dans ses cascades, puisqu'il il faisait se aussi des retrouve- se retrouve sauts sans accroché. parachute et tout, il est toujours dans les airs au sommet. Ouais, là. non, mais c'est un petit clin d'œil et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir faire ça. Ouais. Alors Jean-Michel, on arrive dans ta salle des trophées, mais c'est un écrin naturel, magnifique. Alors, en fait, je vous ai tout mis là. Ouais. Donc Bon. ça, c'est ce que j'ai en fait. Tout, j'ai du mal à te croire parce Non, que y tu a as dû pas en tout. empiler. Non, hein, des... non, il n'y a pas tout. Voilà, j'ai gardé les plus essentiels qui me font plaisir, que je garde chez moi, quoi. Tu nous présentes un petit peu les trophées que tu nous as sortis là? Ouais, ben en fait, s'ils sont là, c'est qu'ils ont leur importance. Hein. Ouais, j'imagine. Ils ont leur importance. Donc, le titre US Supercross. Waouh. So Jean-Michel Bale, the Frenchman with 2 world championships to his credit, wins his first ever U.S. national title. Quelque chose de incroyable et terrible en même temps, c'est que Alain Prieur se tue 2 jours avant que tu gagnes le titre. Et toi, tu ne le sais pas pendant la course, ils t'ont protégé, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. C'est Ah, désolé. ouais, c'est super dur d'en parler parce que. Bah, ça, c'est juste la continuité de cette cloche qu'on voit en haut dans le carillon, de cette humanité sincère et profonde que tu mets dans ton engagement, dans le sport, dans ce que tu fais. On n'est pas là dans la carrière, on n'est pas là pour l'argent, on est là pour une réalisation humaine. C'est sûr, quand j'arrive à cette course, bien sûr, il y a Pat qui est là aussi, et Pat le sait que Alain s'est tué. Et du coup, il me le dit pas parce qu'il veut pas que ça me gêne. Et j'ai le trophée, quoi. Ouais. Il a l'air très lourd ce trophée, ça a l'air du massif. Ouais, il est assez lourd, ouais. Je vais voir si je peux vous confirmer le vas-y. poids qu'il Un pèse. honneur, attention. Hein. Ah bah là c'est plus qu'un honneur, c'est un privilège. Non, ça pèse un âne mort. Donc oui, c'est Waouh. une puissance qui est... le poids est lié à la réalisation de ce titre. Est-ce que Motul était avec Jean-Michel pour ce titre? Sur les États-Unis, non. Alors, moi je roulais pour American Honda. Ouais. Alors, American Honda avait leur propre huile, Honda Lube, qu'on utilisait, mais dans la moto, il y avait de la Motul. Non. Voilà. Ah oui. Dans la moto, Il il n'y y avait avait de la pas Motul. l'autocollant. Non, parce que en fait, c'est une des... Pascal le sait, quoi, c'est une des meilleures marques dans le monde. Ouais. Et le team American Honda utilisait de la Motul. Je vais juste vous demander, est-ce que je peux le reposer? ça pèse son poids. Là, je vois le trophée des 24 heures du Mans. Ça, c'était quelque chose d'important pour toi, un de tes premiers rêves. Quand je découvre la moto à la télévision, je vois le départ des premiers 24 heures du Mans, la première édition. Et je sors ma petite moto, j'avais un petit Honda Monkey que mon père m'avait un peu trafiqué, qu'il avait récupéré ça. Et je vois le départ, je regarde les premiers tours de course. Et là, je vais dans la course, je pose le Honda Monkey au bout.
arrêté, le guidon préparé sur la béquille, je me mets 20 mètres plus loin, je pars en courant, je saute dessus, je démarre et je pars et je me fais un relais d'une demi-heure dans la cour de la maison Non. sur un circuit de 10 secondes pendant une demi-heure. Voilà. Alors du coup, c'est génial. mon premier rêve de moto, c'est de gagner les 24 heures du Mans. Et pourtant, Voilà. tu pars dans le cross. Ouais, parce qu'à l'époque, impossible de faire de la vitesse. Impossible, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de circuit, Ouais, il facile, faut commencer à 16 ans ou 17 ans. Et là, j'ai 12 ans, donc j'attaque le cross, quoi. Avec toutes ces années de partenariat, de compétition Motul, des anecdotes, bon, alors des trophées, vous devez en avoir ramené par team et pilote interposés, bien sûr, mais des anecdotes, tu dois en avoir, Pascal. Beaucoup d'anecdotes, avec Hervé Poncharal, avec toutes ces années de partenariat. Le Grand Prix de France, 25 ans de partenariat, à chaque fois, il y a des anecdotes qui ne sont pas seulement liées aux produits, qui sont liées aux hommes, la mise en état des... On revient sur une valeur humaine. Voilà, on est C'est toujours... quelque chose d'important chez Motul, Eh oui, de mettre l'humain au centre. tout à fait, c'est très important. Ouais. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas forcément à un moment, non pas se regarder, mais et de se dire, bon, on va construire quelque chose. Et à chaque fois, comme le disait Jean-Michel dans les objectifs qu'il se fixe, ben nous aussi, les marques, on est obligés à un moment. Nous, c'est difficile pour le lubrifiant, c'est pour être beau. C'est difficile, c'est pas un produit palpable. Oui, c'est pas un produit forcément Voilà. glamour d'entrée Voilà. de jeu comme ça. Vous mettez un casque sur soi, vous mettez une combinaison de cuir. On est obligé à un moment d'être avec les plus belles motos, les plus beaux pilotes, les plus belles histoires. Et lorsqu'un pilote fait un record du tour, lorsqu'un pilote fait une pole position, nous on fait le record du tour, on fait la pole position quand il gagne une course. On la gagne avec lui et on est très souvent pas les premiers mis sur les scènes. La scène, on l'a, comme on est en train de le faire aujourd'hui, quand on a créé des liens humains qui sont forts, on peut raconter l'histoire. On va continuer à parler de quelque chose qui aurait rendu très fier Alain Prieur. C'est ces 3 plaques, cette année 91 incroyable, où donc tu décroches le titre en SX US dans la catégorie Rennes, ce qu'aucun autre Français n'a fait. Toi, c'est 2,5 De temps. de temps dans majeure. ta catégorie Rennes. Majeure. Et donc, aucun autre Français que toi, aujourd'hui, n'a remporté cette Ben, catégorie en fait, Rennes en SX US. aucun Européen non plus. Européen, En fait, oui, voilà, tout simplement. en fait, C'est que des voilà, Américains. l'année dernière, j'ai commenté, c'était assez marrant, je commentais le Supercross de Paris à la Défense et Chad Reed est venu rouler. Et c'est vrai que je me rappelais plus vraiment des détails et je fais l'interview à Chad parce qu'il de le voir à Paris pour le Supercross. Donc j'ai fait l'interview et quand on commence l'interview, il me regarde comme ça, il me fait « Tu sais qu'en commun, on a quand même quelque chose de très spécial ». Et là, je réalise pas, j'ai dit « Pourquoi ?» Et en fait, il me dit « Parce qu'on est les 2 seuls étrangers à avoir gagné le Supercross, championnat Supercross ». Voilà, il m'a fait repenser à ça et c'est vrai qu'on est les 2 seuls à avoir gagné. Extraordinaire. en étant étranger. Mais ça ne te suffit pas en 91. Tu remportes le championnat national AMA, donc US, en 2,5, mais aussi en 500. Ouais, bah ça c'est pareil, ça s'était jamais fait. Parce que il y avait beaucoup de pilotes qui auraient pu le faire, mais à chaque fois, il y avait toujours un petit grain de sable au milieu. Et donc, du coup, ça s'est jamais réalisé. On passe aux autres trophées. Ouais, si tu veux. Un petit peu, enfin, on pourra parler voulez. des heures de tout ça, c'est passionnant, mais là, les 24 heures du Mans et aussi le bol d'or. Ouais, parce que le bol d'or, c'est une des courses phares d'endurance. Hein. Ouais. C'est le bol d'or 24 heures du Mans, quoi. Tu étais avec le CERT, Ouais, engagé ouais. sur toutes les courses, donc Ouais, ouais. tu roulais avec qui quand tu gagnes les 24 heures du Mans? Sébastien Gimbert, Nicolas Dussoge. Alors je vois un grand trophée récolté en 89, c'est celui d'un titre? Non, une course. C'est une course. Ouais. Alors pourquoi cette course est importante? Pourquoi ce Ah, trophée? Cette année-là, Tu je l'as suis champion conservé. du monde. Je suis champion du monde Ouais. cette année-là. Ah oui. Mais quand bon, il n'y a pas de trace, quoi. Il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Parce que voilà, mais par contre, ça, c'est ma première victoire aux US. Je suis officiel HRC quand je cours en championnat du monde. même. Ouais. Mais aux États-Unis, American Honda ne veut pas m'aider. Parce qu'ils ne voulaient pas que je vienne courir là-bas. Et du coup, c'est avec une moto privée. D'accord. Donc, avec l'aide de Roger, De Coster. sur le board American Honda, mais qui surfait en fait entre les 2 trucs. Et donc voilà, c'est une saveur particulière. Et puis alors là, c'est plus 89, c'est 2019. Tu peux nous expliquer un petit peu, on voit, finisher, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette course? Ben, ça, c'est un challenge perso, quoi. Ouais. C'est un challenge Récent. perso, récent. J'aime bien le vélo, avec départ à Mandelieu, arriver au sommet du Ventoux. Ah oui, c'est pas... Donc pour un cycliste amateur comme moi,
C'est un vrai challenge. Un vrai challenge. D'envoyer 334 km dans la journée. Ouais. Donc moi, mon départ était à 5h20 du matin. Voilà, je suis arrivé à 1h et quelques au sommet du Ventoux. 19h, 25 minutes, Voilà. 43 secondes. Voilà. Impressionnant. Justement, Michel, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as d'autres activités. Tu n'es pas un homme à rester sur place, à rien faire. Comment tu occupes tes journées? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ouais, je fais beaucoup de choses en fait. Ouais. Je fais beaucoup de choses, c'est varié. C'est vrai que j'aime bien le vélo. Après, il y a tout qui m'intéresse, hein, même sur des chantiers, sur des trucs comme ça, parce que j'aime bien bricoler, j'aime bien faire des choses moi-même. Ouais. Après, ici, on est un peu dans un territoire agricole. Ouais. On est un peu le pays de la lavande et de l'huile d'olive, donc bien sûr, je fais un peu d'huile d'olive. Ah, tiens, ça va te parler écoutez. de l'huile, ça. Hein, Motul? Un tout petit peu quand même. Pascal. Tu vas la goûter? Oui, on va la Ah, goûter. génial. Je vous dirai si effectivement si C'est elle est une huile de bonne. qualité. Curieux d'aller voir ça. Alors effectivement, le lubrifiant, c'est un domaine dans lequel, effectivement, avec la marque que je représente, on a une grosse partie, une partie technique qui est très importante. Mais là, Jean-Michel, on est sur tes terres et je vois qu'autour de toi, le lubrifiant a une importance capitale. Là, on n'est pas chez Motul, là. Ah oui, Ouais. On est dans ma petite production d'huile d'olive. ouais. Voilà, je fais un peu d'huile d'olive, mais bon, à usage personnel et pour les amis. T'as combien d'oliviers ou de surface Voilà, il y en a une trentaine. Trentaine d'oliviers. Ouais. Et tu fais combien d'huile d'olive? Combien de litres? Ça dépend des saisons, entre 50 et 80 litres. Ah ouais. Très bien. Ça va pas avoir tout à fait le même goût que la tienne. Hein. Non, non, la mienne, si on peut éviter. Là, de- ça commence juste, là. Ils ont fait les fleurs, là. D'accord. Donc, il y a les olives qui commencent à arriver. Là. Mais écoute, Pascal, On si est- ça ne te Waouh. dérange pas, là, on prend pas la tienne. Hein. non, la mienne, on la garde. Alors là, c'est génial. La petite planche, le pain, les huiles. Alors, il y a deux millésimes différents. Allez. Allez. Pour une fois que je peux dire à la vôtre avec du lubrifiant. Alors Pascal, verdict. Je vais attendre de goûter la deuxième pour faire une surenchère. Génial. Merci. Selon les années, le fruit il est plus mûr ou moins mûr, quoi. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ouais, ça fait depuis que je suis ici, une quinzaine d'années. Ah oui. Quand elle commence à noircir un peu, elle est plus fruitée. Et après, le rendement est moins bon. Mais bon, ici, on n'est pas là pour faire du rendement, on est là pour faire du bon, quoi. plaisir, Ouais. quoi. Moi, je teste les deux pour voir. Alors là, on a Oui, un champion, on peut dire que c'est une huile, mais là c'est de l'huile de champion là. Alors, Voilà. Motul c'est l'huile de champion, Voilà. mais là c'est de l'huile de champion, c'est de Ouais, l'huile d'olive. du de champion. La dernière est un peu meilleure. Ah oui? Ah bah, tu ne revends pas du tout, c'est que ton plaisir, ta consommation, le partage, c'est ça. Ah oui, Ouais. Bon, à part si c'est Pascal, il veut la commercialiser. Mais écoute, je Tiens, pense, il y a peut-être un Je développement pense- à faire pour Motul, tu vois. c'est ce qui permettrait effectivement de... On parle souvent de créer du lien. Ouais. On a tellement des liens qui sont des liens mécaniques, des liens industriels, on crée des liens... Financier, superficiel. Voilà. souvent. Alors que là, on est vraiment, je dirais, on ne peut pas trouver mieux que ce lien avec la terre et les hommes. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que d'autres gens que nous aimeraient peut-être partager ce lien. Moi, je suis content que ça vous plaise. Hein. Ah bah, Ah ouais, ça c'est super ça. on est dans le, plus que dans le plaisir. Bon, vu l'heure, je crois que tu as un programme chargé hein, quand même aujourd'hui. Ouais, la nouvelle Honda i électrique est arrivée et je dois aller bon. faire un petit essai avec. D'accord. Donc moi ce que je vous propose, vous montez à Gap chez mon ami concessionnaire Honda, Roland Mazet, qui est un super ami. Allez le voir, moi je vais faire mon petit essai et on se retrouve. Parfait, allez bien. c'est parti. C'est vous qui avez fait ce magnifique présentoir.
Bon, on vient faire un bon petit bout de route là pour venir jusqu'à ta concession, Roland. C'est normal, c'est bien. Avec l'Africa Twin sur une petite route là autour de Gap, c'est super sympa. Hein. C'est que du plaisir alors. Alors Jean-Michel, tu le connais bien, tu le connais depuis longtemps? Alors, je le connais depuis très longtemps parce que c'est une légende, Ouais. mais en tant qu'ami, on va dire, depuis 7-8 ans. Voilà. 7-8 ans, ouais. Ouais, et je l'ai connu grâce à Honda, parce que comme il est VIP officiel Honda Moto, il a une moto de fonction certainement, normal, hein, vu son mais statut. Honda Voiture a dit que ce serait dommage de se priver d'une légende comme Jean-Michel, et donc on lui fournit les voitures. Et tous les 6 mois, il vient ici et il C'est ça. change de... Je crois que tu as une voiture à lui faire essayer assez exceptionnelle. Oui, oui. Alors là, ça va le bluffer. La nouvelle Honda i, même vous allez l'essayer, Modèle électrique, là. vous allez vous régaler. Ah. C'est vraiment une merveille. Parle-moi un petit peu de Jean-Michel, toi qui le connais bien, qui le connais en dehors de cet aspect, on va dire, business, compétition, tu le connais humainement, personnellement, tu le fréquentes personnellement, comment il est? J'attache beaucoup d'importance au côté humain, d'où mon attachement à la marque Honda, puisque si tu pratiques un peu, je crois que tout le monde dans la hiérarchie, le grand PDG, le fondateur de la marque était déjà comme ça, mais l'humain en premier. Et Jean-Michel, c'est un homme accessible, fiable et humain comme c'est pas possible. C'est un des rares légendes ou pilotes de haut niveau qui, quand tu lui parles, il t'écoute. Tu remarqueras, toi qui es habitué certainement à le côtoyer, une fois sur deux, ils sont à droite et à gauche, ils t'écoutent, ils répondent à tes questions, à tes attentes. C'est vraiment quelqu'un attachant et humain, s'il y avait deux termes pour le décrire. Il a parfois eu, pour le public ou la presse, une image un petit peu froide pendant sa carrière. Est-ce que toi, tu retrouves ce côté un petit peu froid, calculateur, ou pas du tout, au contraire Sans l'avoir jamais pratiqué, mais en ayant entendu ce que tu es en train de dire, ce qui se disait à droite et à gauche, j'avais cette impression en disant c'est quelqu'un d'inaccessible, de froid. Oui, puis son statut de légende en plus, qui mettait sur un piédestal. Et c'est tout l'opposé. Bon alors, je te suis, tu nous guides? Modeste Hello, allez, j'y vais. Mais moi, exceptionnellement, pourtant je suis un motard dans l'âme, j'y vais avec la Honda i. Comme ça, je vous la fais essayer. Génial, on va allez s'éclater. Éclater. Parfait, Ouais. je te suis. Super. J'ai pas mis le mode sport encore, hein, Pascal. Je suis juste en normal. Petit karting. Ah oui, quand même. Excellent. Ça accélère, non, quand même? Puis une petite voiture en plus. Ah, les rétros, c'est magique, quoi. Ah oui, Caméra derrière. Alors toi qui es assez proche de l'aspect nature, montagne, toutes les choses qui sont propres, pour toi l'électrique ça fait partie des... Et c'est vrai qu'en ville, aujourd'hui, avoir une voiture comme ça, ça émet quand même moins de CO2. Oui. Après, on peut toujours rentrer dans les débats, comment on fabrique l'électricité et Oui, tout ça, tout à fait. mais en tout cas, c'est sûr qu'en roulant, on peut s'arrêter dans les bouchons, ça fume pas derrière. Hein. Oui, tout à fait. Donc il y a quand même des gros avantages. Et puis on se rend compte que ça peut être beau aussi. Ça peut être plaisant à conduire et beau, même si c'est de l'électrique. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quand même nouveau, quoi. Une période où on t'a connu, non pas au guidon, mais au volant de certaines autos en compétition, où on s'est dit, nous, les fans de la moto, on s'est dit, tiens, Jean-Michel, il va essayer l'automobile. T'en as perçu quelle sensation? Ah, bah, l'automobile, c'est sympa. Quand j'ai arrêté ma carrière moto, en fait, ça m'a fait du bien parce que ça me permettait de continuer à faire quelques courses et en même temps de changer un peu, de me séparer de la moto, on va dire. Oui, tout à Donc, fait. c'était une période de transition. Ouais, je me suis bien régalé. Et on retrouve des sensations qu'on a en moto aussi. Oui. Donc non, c'était vraiment sympa. Parce qu'on voit beaucoup de pilotes aux États-Unis, Carmichael par exemple, qui arrêtent le motocross et qui font des courses de voitures, mais après on n'entend plus parler d'eux. Ouais, ben après je pense que la course moto, elle est tellement prenante Oui. qu'arrêter du jour au lendemain, ça fait un guide un peu énorme.
Et du coup, le fait de se lancer dans l'automobile ou dans d'autres genres de courses, ça permet de continuer à avoir ce stress de la compétition et pouvoir se séparer de la moto progressivement, quoi. Sur la moto, il y a quand même une certaine prise de risque qu'en voiture. En voiture, il y a quand même moins de, il y a moins d'appréhension quand on roule. Je pense que ça aurait été plus facile aujourd'hui avec une MotoGP que ça ne l'a été avec la 500. Ouais. Je pense, moi. Ouais, ça devait pas être La simple. 500, Ça devait être terrible. j'ai eu l'occasion d'en parler un peu avec Jean-Pierre Janda et à l'époque justement d'Onda. Moi j'ai tout vécu, je veux dire, je l'ai vécu. Ma première journée 500, je l'ai vécu à Barcelone avec Kenny Roberts. Je peux te dire, je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc Kenny roulait, et Kenny vient me voir, il fait ah, viens, on fait une blague et tout. Je m'arrête au bout du circuit, je pose la moto, et quand tu passes, tu me prends et on passe devant eux et on est à deux sur la moto. En même temps, c'est une biplace, il faut bien qu'on l'essaye, tu vois. Et moi, sur le coup, tu vois, je dis ouais, allez, ça peut être marrant, quoi. Je fais pas trop attention, tu vois. Je fais pas trop attention, tu vois. Donc. Et bon, lui, voilà, on roule, moi je suis en train de faire mes tours, et il s'arrête au bout, donc il est là au bord du circuit, tu vois. Donc, je m'arrête, je le prends derrière, et là, on finit le tour, tu vois, et puis là, on passe dans la ligne droite, et on est deux sur la moto, tu vois. Mais en fait, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu qu'on était deux. Non. Donc, et du coup, ils ne voyaient plus passer Kenny, par contre. Ah ouais. Donc là, son père, il s'affole, il commence à, tu vois, à regarder partout, il prend le scooter, il cherche, et puis finalement, au bout d'un moment, il se rend compte qu'on est deux sur la moto. Donc là, deux sur la 500. Dessert. Jean-Michel, tu fais beaucoup de vélo de route ici, mais je crois que tu fais aussi du VTT. Ouais. Et ici, particulièrement, j'ai fait le sommet de Lure, donc les antennes qu'il y a là-haut, Ouais. jusqu'au sommet du Ventoux, qui est tout au fond là-bas, dans la brume. Mais c'est très très loin ça. Alors à vol d'oiseau, c'est pas super loin. Ouais. C'est Oui, pas mais super loin. j'ai l'impression qu'il y a des creux Il et va y avoir des... 50 km à peu près à vol d'oiseau. Mais par contre, il y a beaucoup de creux. Ouais. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Combien de temps tu mets pour 2 faire jours. Dans sa tête, on est seul. Donc il faut apprendre à faire les choses soi-même, quoi. ça? Donc ouais, tes préparations, même aux USA, tout ça, c'était seul, t'avais... Ouais, c'est important parce que tout seul, tu prends la décision de toi-même de t'arrêter de t'entraîner ou de continuer. Ouais. Puisqu'il n'y a personne. Donc si tu as envie de continuer, tu continues. Si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. La seule différence entre les deux, c'est que tu te dis, si je continue, peut-être le week-end prochain, je serai un peu plus fort. Dans tous les cas, il faut que ça reste un plaisir. Ouais. Moi, je déteste voir, quand je vois des fois dans les interviews, des gens qui disent « Ah, mais avec tous les sacrifices qu'il a fait ». Mais c'est pas un sacrifice. C'est une passion, c'est un plaisir, tu l'as en toi. Tu as envie de le faire. Ouais. Donc c'est pas un sacrifice. Si c'est un sacrifice, c'est que déjà, il y a un problème. Il y a un Il y problème, a un problème dans au le départ. fonctionnement Ouais. du départ. Parce que ça n'a pas à être un sacrifice. Quand vous dites quand vous employez le mot sacrifice, souvent, le sacrifice il est fait par les parents, par l'engagement qu'ils prennent, et financier, économique. Ils se sacrifient eux, des plaisirs pour eux, pour que Ouais, mais leur souvent, fils les parents réunisse. le font volontiers. Ouais. Parce que ça Souvent, les leur fait en parents le même font temps volontiers. plaisir. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de sportifs qui refusent de souffrir. Quand tu es, on va dire, très jeune, tu arrives à prononcer la phrase « je veux être champion du monde ». Ah oui. Ah ouais. Tu te dis « je veux être champion du monde ». Moi, je vais te dire les choses très simplement. Ma mère m'a poussé dans la bonne direction. D'accord. Ma mère, à 14 ans, je faisais déjà de la moto, je gagnais déjà les championnats en 80 cm3. Ouais. Donc je sentais que déjà que j'étais le meilleur dans ma catégorie. Parce que je d'accord. gagnais toutes les courses, je gagnais les championnats. Et j'avais 14 ans, j'ai dit à ma mère, bon maman, voilà, à l'école j'y vais, mais je fais rien de bien. Donc j'ai envie de faire de la moto. Donc est-ce que je peux arrêter l'école pour faire de la moto? Ma mère était chef d'entreprise, elle m'a dit, ok, pas de souci, t'arrêtes l'école. Wow. Par contre, tu vois, le matin, moi je me lève à 6h30, je bois mon café dans la cuisine, tu vas te lever à la même heure que moi, boire ton café, tu vas me faire une liste de tout ce que tu vas faire dans la journée, et le soir, ça a intérêt d'être fait. Et si jamais je te vois glander 10 minutes, tu repars à l'école. Ah oui. Donc, après, voilà, déjà à cette époque-là, l'air de dire, bon ok, tu as envie de le faire, tu le fais, mais tu le fais à fond. Parce que ma mère était chef d'entreprise, elle avait une entreprise de transport, donc quand tu es une femme, avoir une entreprise de transport, avoir 15, voilà, du caractère. faut avoir du caractère. D'ailleurs, l'exemple il est clair, un jour je dis, parce qu'elle me dit, tu prépares tes motos, tu fais tout. Donc voilà, faut faire la mécanique, quoi. Donc je faisais un peu, mais je faisais pas tout.
Et un jour, je lui dis, bon maman, j'arrive pas à faire les moteurs. Je sais pas faire. Ouais. C'est pas des monteurs. Donc, je prends le téléphone, Gilbert Cohenin, au Dencourt. Jean-Michel, il a besoin d'apprendre à démonter ses moteurs et les remonter. Lundi, il y a un camion qui part à 4h du matin. Il est dedans. En début d'après-midi, il est chez toi, là-haut. Je sais plus, c'est dans le Équincourt, non, un truc comme ça, là, c'est vers là-haut. Il sera là-bas en début d'après-midi. Tu le prends toute la semaine. Le vendredi, le camion, il repasse dans l'autre sens. Il reprend le camion et il rentre pour le week-end ici. Ah oui. Et j'ai fait ma première semaine et 2 semaines. Et après, je savais faire les moteurs, quoi. C'était une femme de décision quand même. Comment elle s'appelait ta maman? Hélène. Ah oui. Donc voilà, ouais. Donc du coup, j'avais directement voilà, les vrais trucs, quoi. Ça a l'air simple, hein? C'est très simple. Ouais, c'est très simple. En même temps, on tombera pas de très haut. Non, tu ne risques absolument rien, c'est que de la technique. Ah Pascal, t'as vu? Une journée type de Jean-Michel, il y a forcément de la moto. Une journée sans moto, c'est pas possible. Là, forcément, il y a aussi des journalistes, mais des amis. Thierry Traquant est venu. Petite leçon de trial de Jean-Michel avec Thierry. Thierry Traquant qui a roulé au bol d'or avec Jean-Michel il y a quelques années et qui est un pilote émérite en tout terrain. Et bien, il a encore des choses à apprendre et Jean-Michel lui transmet son savoir sur le trial, sur la base de la moto, qui est de tourner autour des arbres. Et ça y est, là, ça vient de passer pour Thierry. Ah, tout juste. Et voilà, c'est ça le trial, hein. Allez, les bases. Allez. C'est pas grave. Une journée normale de Jean-Michel Bell, c'est forcément une journée avec de la moto. Ah non, pas toujours. Pas toujours, Non, pas toujours. mais le trial Mais- beaucoup. Non, le trial, ouais, parce que c'est les bases de la moto, c'est les bases du pilotage. En fait, on apprend la précision, la maîtrise de la poignée de gaz, la maîtrise de l'embrayage, les appuis sur les cale-pieds, sur les repose-pieds et le contrôle du guidon. Et ça, c'est la base pour piloter une moto. Donc forcément, c'est toujours agréable de le faire, de le refaire, de le faire travailler à mes potes. Et voilà, c'est forcément. Ta roue avant, elle va plus loin. T'as la trace de roue avant. Et là, ouais, la trace de roue avant, elle est là. Thierry, toi qui rédacteur en chef chez Moto Revue, l'écriture, comment on peut retranscrire par écrit, avec quelques images, cette carrière exceptionnelle? Bah, il faut beaucoup de pages, ça c'est sûr. Il faut beaucoup de pages, mais voilà, Jean-Michel il est très structuré pour tout, donc dans ses réponses aussi, c'est-à-dire que les messages qu'il veut faire passer, on les perçoit facilement. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis se raconter une histoire aussi belle en plus d'un pilote français, ben, c'est du bonheur, quoi. Alors toi, tu as touché à toutes les catégories de la moto. Tu as fait l'enduro, mais aussi, on se souvient de toi en supermotard, au guidon d'or. C'est ça aussi a été quelque chose de fort, en fait. C'était le mélange de la vitesse et du tout-terrain, le supermotard. Ouais, en fait, c'était un passage obligé avant d'aller en Grand Prix parce que du tout-terrain, du cross, pour aller à la vitesse, le supermotard, il est en plein milieu. Donc forcément, c'était une étape évidente. Ça faisait partie de mon entraînement aussi, donc voilà, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis engagé sur le guidon d'or. Alors je me souviens, j'étais dans le public à l'époque, guidon d'or, ta deuxième participation, je crois, et tu as mis toute la ligne droite de Carole d'avance à Stéphane Chambon, qui était pourtant le grand cadre du supermotard. C'était ta première année de vitesse, et là, tu n'étais pas en glisse comme lui, mais tu déhanchais. Ouais, mais en fait, c'est toujours pareil, ça fait partie de la démarche de la performance et de l'amélioration. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu ce que tout le monde faisait, j'ai testé toutes les possibilités, tous les styles, tout ça. En plus, moi, je voulais aller vers la vitesse, donc j'ai essayé de plus avoir un style vitesse que motocross. Donc c'est pour ça que je mettais le genou à terre, au moins dans les parties très rapides. Et puis après, on a vite compris qu'il valait mieux avoir une gomme tendre et pas glisser pour pas user son pneu, qu'avoir une gomme un peu plus dure et faire des glisses de 30 mètres de long, quoi. C'était plus rapide au bout de 10 tours, quoi. Donc du coup, après, c'était de la stratégie, soit glisser et avoir une gomme dure, soit avoir une gomme tendre et s'interdire de glisser pour pas l'abîmer, quoi.
j'ai eu la chance de découvrir Jean-Michel et de partager un bol d'or en 2008 avec lui. Oui. On avait fait une équipe motorevue avec Sébastien Charpentier, Jean-Michel et puis moi qui ai eu la chance d'être le troisième, le jockey sur... Et c'était un moment forcément extraordinaire, quoi. Rouler avec deux tels pilotes et un tel pilote. Alors Jean-Michel, moi ça me parle particulièrement parce que j'ai commencé par le tout-terrain, donc en fait voilà, c'est une histoire, il est un peu plus âgé que moi, hein, ça se voit pas trop quand on fait du trial et puis même le reste. mais voilà, moi quand j'étais jeune, ado, je suivais les histoires sur Moto Verte, dans Moto Revue. Donc voilà, j'ai suivi sa carrière et puis après avoir la chance de le rencontrer, forcément c'est un grand moment. Donc après on découvre l'homme et puis en le pratiquant, on comprend en fait tout son cheminement, quoi, qui l'a amené de sauter de discipline à discipline sans jamais vraiment se retourner et puis à chercher toujours à aller de l'avant, à découvrir de nouvelles choses, c'est lui, quoi. Les stratégies dont tu parlais, que tu as en endurance, que tu as fait en cross, différentes stratégies, différentes options. Ouais, c'est pareil dans toutes les disciplines. Il faut analyser ses points forts, ses points faibles, de soi-même, de son matériel. Essayer surtout d'améliorer les points faibles, parce que souvent on a tendance à travailler les points forts, alors que les points forts, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, parce que c'est son point fort. La coutume de dire, la facilité, elle s'acquiert aussi par beaucoup de travail, donc il n'y a pas tellement de mystère. Après, c'est du talent, et le premier de ces talents, c'était de se dire qu'il fallait se mettre au boulot, quoi. Ouais. Jean-Michel, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir ouvert tes portes. Et on a passé une journée incroyable à ta compagnie. Pascal? Oui, dans l'univers du privilège, on a eu tout ce qu'il fallait. Non, mais merci à vous d'être venu. Je ne l'ai jamais fait en fait, inviter un peu des journalistes dans mon intimité. Heureusement, on a j'ai une grande confiance en Pascal de chez Motul. Et donc du coup j'ai fait entièrement confiance. Et c'est vrai que c'était très sympa de partager ça. Et même si j'ai eu toujours tendance à un peu cacher ce côté-là de ma vie, là ça fait plaisir de le partager avec vous. Et je finirai peut-être avec ce moment partagé aussi sur les montagnes de Lure, où tu nous as parlé de Jean Giono, l'auteur. Ouais, Jean Giono qui est un auteur incroyable, qui avait beaucoup d'avance sur son temps et qui prévoyait déjà il y a plus de 50 ans le monde moderne, quoi. Et donc du coup il disait que c'est dans ces paysages-là de la montagne de Lure où c'est très aride qu'on découvrait les vraies valeurs et les vraies richesses. Et voilà, je pense qu'il a tout à fait raison. Merci Pascal pour ce grand moment partagé, c'était fabuleux. On se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Un motard, une histoire. On est avec JMB, un autre JMB, Jean-Marie Bazin, c'est ça? C'est ça. Voisin de Jean-Michel Bayle, voisin et ami de toujours. Ami de longue date. Jean-Marie, en 2 mots, si vous deviez décrire Jean-Michel Bayle. C'est un homme adorable. Voilà. C'est un gars qui est tout le palmarès dont on peut rêver, qui en use pas, qui en abuse pas, qui est humble avec ses amis, qui est merveilleux. Voilà. Parfait, merci beaucoup.